En fait, moi, je vais vous parler, comme dit Habib, de comment enseigner les génocides. Puis, voilà, je partage mon écran. Puis, c'est en fait vraiment dans une optique de considérer les génocides comme un thème sensible. Donc, là, j'ai un problème parce que j'ai un Geniali que je n'ai pas bien ouvert. Bon, est-ce que vous voyez bien maintenant? C'est bon, super. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, pour nous, les génocides sont un thème sensible. Euh, et en fait, pourquoi je vous le dis? Parce qu'on a fait des recherches là-dessus. On est allé voir, dans ce cas-ci, des enseignants au secondaire au, en fait, on a fait plusieurs projets sur la question de comment enseigner des thèmes sensibles. Puis, pour bien réfléchir sur comment enseigner des thèmes sensibles, on est allé d'abord demander, mais c'est quoi les thèmes sensibles pour vous autres? Hein? Parce qu'après, si on arrive tout le temps avec nos définitions et nos réflexions sur c'est quoi des thèmes sensibles, mais qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive en classe, ben, ça devient moins pertinent. Puis, on a demandé aux enseignants de nommer des thèmes sensibles qui surviennent dans la classe. Puis nous, on leur a demandé de nommer des thèmes qui surviennent dans les curriculums, dans la classe, un peu des sujets qui peuvent être discutés pour différentes raisons entre élèves sans lien spécifiquement avec le curriculum, et des thèmes qui arrivent de l'actualité, de l'extérieur de la classe. Évidemment que les génocides, ce ne sont pas des thèmes qui arrivent ni dans la classe, ni de l'extérieur, mais bien du curriculum. Donc, c'est déjà quelque chose d'important à dire. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose qu'on sait d'emblée qui va nous arriver et qui va être sensible. Et comme vous pouvez constater, les génocides sont quand même assez souvent mentionnés. Donc, il y avait 17 personnes qui nous ont parlé des génocides spécifiquement. Il y en a qui parlaient de façon plus générale de racisme ou des relations entre les différentes ethnies, des questions en histoire. Donc, c'est pas, mais l'idée des génocides a été mentionné spécifiquement. Par ailleurs, avec ma collègue Sabrina Moisin, en fait, on a eu, depuis une dizaine d'années, on a eu plusieurs projets de recherche sur donc c'est quoi les thèmes sensibles, c'est quoi, comment on enseigne sur le racisme, comment on enseigne sur l'Holocauste, ou comment on fait place à la diversité ethnoculturelle, religieuse dans la classe. Et donc, ça nous a amené à réfléchir sur tous ces éléments-là, et souvent, ça revient à la question des génocides, toutes ces thématiques. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui fait que les génocides sont un thème aussi sensible, puisque vous serez probablement d'accord avec moi que la plupart des génocides sont déjà bien reconnus comme tels. Ils sont, mais je dis bien la plupart, ils sont donc des génocides sur lesquels on n'a pas beaucoup de débats chez les experts. C'est quelque chose qui semble être quand même établi en histoire. On peut prendre évidemment l'exemple de l'Holocauste, des génocides rwandais. Ce sont des génocides qui sont reconnus. Mais évidemment, il y a des génocides qui ne sont pas reconnus. Il y a des génocides qui ne sont pas encore tout à fait, donc pas reconnus par les pays qui ont qui étaient responsables de ces génocides-là, mais aussi pas toujours suffisamment reconnus par la communauté internationale. On peut avoir des personnes de différentes communautés dans nos classes, etc. Et effectivement, quand on essaie de définir les thèmes sensibles, en fait, ça, c'est des réponses que j'ai eues cette fois-ci des enseignants de cégep dans le cadre des ateliers que je fais avec des profs de cégep ou à l'école secondaire. En fait, je pose toujours la question, qu'est-ce qui fait qu'un thème est sensible pour vous? Puis, je ramasse les réponses toujours en essayant de justement mieux comprendre ce défi des thèmes sensibles dans une classe. Ça, c'est des choses que des profs de cégep m'ont répondu en lien avec leur expérience. Donc, vous voyez, il y a la question justement de la prise en compte des perspectives multiples dans la classe, les expériences des étudiants qui arrivent, les identités des étudiants qui sont dans leur classe, les émotions que ça évoque, les malaises de l'enseignant d'en parler, hein, c'est toujours un point important parce que nous-mêmes, on est confrontés à tout ça. Donc, bref, il y a beaucoup de choses qui sont nommées autour des thématiques et qu'on peut
qu'on peut tous se reconnaître dans ça. Mais si on essaie de définir un thème sensible de façon plus, c'est donner une définition opérationnelle, si vous voulez. À partir de toutes ces recherches, on a proposé avec ma collègue Sabrina Moisin une définition qui comporte 4 dimensions. En fait, plutôt que de dire un thème sensible et ceci, cela, nous, on s'est dit, chacun des thèmes sensibles qu'on va avoir dans nos classes va avoir ces 4 dimensions-là qui vont à la fois nous permettre de comprendre pourquoi il est devenu sensible, mais nous permettent aussi de réagir sur ces thèmes-là. Donc, la dimension éthique, puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à la fois en général, puis du point de vue des génocides. La dimension éthique, c'est en fait la dimension qui fait appel justement à nos valeurs, nos représentations sociales. Ça veut dire que quand on parle de thèmes sensibles, on ne parle pas de vérité. Il n'y a pas juste des faits. Il y a aussi des valeurs de chacun de nous qui sont touchés. Dans les liens, dans la question des génocides, évidemment que vous pouvez imaginer les valeurs de respect de l'autre, des droits de la personne, la question, la fameuse question, comment on a pu arriver là? Ben, c'est que ça nous heurte dans nos valeurs, dans nos représentations sociales, des relations entre les personnes. Ça nous amène à notre rôle de l'éducation en tant qu'enseignant, qui est professeur. C'est quoi notre rôle là-dedans? Comment est-ce qu'on doit, jusqu'où on doit aller dans l'éducation? Puisque là, si on parle des valeurs et de représentation sociale, encore une fois, ce ne sont pas des faits, mais bien Hein, et des valeurs qu'on doit reconnaître, un peu comme Karine vient de nous dire, on doit reconnaître qu'il y a différentes valeurs dans une société. Donc, comment on fait pour enseigner là-dessus? Ça questionne beaucoup la normalité. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Où est-ce qu'on n'est plus d'accord avec certaines choses? Et c'est quoi notre normalité qui n'est peut-être pas la normalité de l'autre? Puis là, encore une fois, c'est très sensible dans les cas des génocides parce que c'est des choses qui nous heurtent. Alors, comment on peut accepter certaines choses? Puis on veut les amener à avoir une pensée critique, nos étudiants, mais à ce moment-là, on risque d'être confrontés, il y a un potentiel subversif, en lien avec, cette pensée critique. La deuxième dimension très importante des thèmes sensibles, c'est la dimension sociale. Évidemment, là, on parle du fait que la société est plurielle. Alors, évidemment, il y a la diversité interculturelle et religieuse, mais il y a aussi une diversité idéologique, socio-économique, politique, du genre, de mode de vie, et j'en passe. Et donc, le défi de la diversité, c'est c'est difficile de la nommer, d'en parler, de la situer. Et dans un cas, par exemple, des génocides, puis ça, c'est des choses qui nous sont, que je peux vous dire qui sont arrivées pour vrai depuis qu'on a sorti les guides sur l'enseignement sur le génocide. Mais comment on fait quand on a des élèves de différentes communautés qui ont été à la fois issus de pays responsables du génocide et des communautés victimes de ces génocides? Comment on fait quand nous-mêmes, au Québec, au Canada, on est concernés par le génocide des premiers peuples et qu'on se positionne, puis que peut-être qu'on a des élèves autochtones ou des étudiants autochtones dans notre classe et on se positionne dans ces cas. Comment on fait quand il y a des idéologies différentes ou des façons différentes de comprendre ces génocides dans notre classe et qui s'expriment? OK? Donc, c'est de ça qu'on parle de la dimension sociale. La dimension politique, en fait, elle fait appel au fait que ce sont toujours des thèmes qui parlent des manières de vivre ensemble, donc souvent abordés dans l'actualité et qui parlent évidemment des rapports de pouvoir. Je dis souvent abordés dans l'actualité parce que même dans le cas des génocides, c'est assez étonnant quand même parce qu'encore une fois, je vous ai dit, souvent ce sont des sujets du passé, mais si vous regardez les génocides de premiers peuples dans les dernières années, ça revient sans arrêt dans la question: doit-on les reconnaître comme un génocide ou pas? Mais même, c'est vrai dans d'autres génocides, les génocides arméniens, ça revient à chaque année. Il y a une reconnaissance de certains pays, mais ce n'est pas encore reconnu suffisamment et c'est surtout pas reconnu par le gouvernement turc. Il y a des génocides où en fait, on va revenir à les apprentissages on était supposé avoir de ces génocides-là, puis qu'on n'a toujours pas réussi à en avoir, etc., etc. Donc, c'est des choses qui reviennent toujours dans un rapport de pouvoir entre les personnes concernées. Enfin, il y a la dimension pédagogique qui, elle, c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui beaucoup parce qu'en fait, ce sont des objets de savoir qui sont très complexes. Donc, on ne peut pas les réduire à une opposition binaire bien, mauvais, pour ou contre. Évidemment, on ne peut pas poser cette question, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas une réponse de oui ou de non. C'est une réponse complexe, souvent liée à l'interdisciplinarité. Je vais vous montrer, nous, on a développé une approche qui fait appel à une définition juridique et à une définition historique tout en faisant appel aussi à certains éléments en sociologie. Elle amène un questionnement
sur la nature même du savoir. Donc, comment est-ce qu'on a établi ce savoir? Puis nous, dans notre outil, on est allé voir à la fois des experts sur le génocide, on est allé voir des experts en histoire de ces régions-là, mais on est allé aussi voir les communautés concernées par le génocide pour que la construction de notre outil soit en accord avec leur façon de comprendre leur propre histoire en lien avec ce génocide. Et ce sont des thèmes qui exigent justement de développer une certaine empathie pour analyser les dilemmes éthiques qu'ils posent, parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans le jugement. Donc, ça fait partie des défis pédagogiques. J'essaie de... Ah, voilà, ma flèche est là. Donc, avec tout ça, on a identifié dans nos recherches aussi les défis que vous allez évidemment reconnaître, j'imagine, des défis pédagogiques importants. Ben, on a peur souvent des débordements, donc entre ce qu'on aimerait, c'est toute la question, est-ce qu'on veut avoir un safe space ou un brave space, hein, un espace courageux où on peut parler sans que ça déborde. Donc, on aimerait avoir ça, mais on ne sait pas toujours comment amener ces discussions, comment on se positionne face à ça, c'est quoi notre inconfort à nous là-dedans. Un des défis importants, c'est la place des émotions, puis comment on sait, parce que dans notre cas, oui, il y a une intention pédagogique, donc on ne peut pas rester dans les émotions, on ne peut pas rester juste dans comment on s'exprime. Donc nous, on veut aller dans la problématisation, dans la distance critique avec l'objet, on veut prendre en compte la diversité des points de vue, mais tout ça sans nier les émotions, sans les réduire, parce qu'ils sont quand même extrêmement importants dans ce genre de thématiques. Et il y a la question des choses imprévisibles qui peuvent arriver. Puis là-dessus, on dit, on réfléchit sur jusqu'à quel point c'est important de bien connaître son milieu, sa classe et la thématique aussi, et planifier. Et c'est avec ces idées-là qu'on est venu à l'idée de comment donc enseigner les génocides. Puis on a développé un outil, ça nous a pris 3 ans à développer cet outil. Donc, je vous promets qu'on a compris les niveaux de difficulté en lien avec un tel thème. Il est c'est un outil qui a été développé avec le soutien financier du ministère de l'Éducation et avec le soutien d'autres organismes comme la Fondation pour l'étude des génocides et le Musée de l'Holocauste de Montréal. Donc, on a eu beaucoup, à la fois un soutien financier, à la fois un soutien physique et des réflexions. Puis cet outil est aujourd'hui accessible pour tous sur les sites que vous voyez en bas, donc www.education-génocide.ca. Vous pouvez même vous inscrire et avoir accès à des corrigés, évidemment qu'on n'a pas donné ça à tout le monde, juste aux enseignants. Maintenant, comment on fait? Là, je fais de la pub, mais comment ça se passe là-dedans? En fait, nous, on a développé une approche qui se veut une approche comparative. Évidemment que déjà, quand je dis comparative, ça nous heurte déjà un peu dans nos valeurs et dans nos représentations sociales. On se dit, mais comment on ne peut pas comparer des souffrances? Ben alors, rassurez-vous, on ne veut pas comparer des souffrances, on veut comparer des phénomènes, un phénomène, en fait, différentes manifestations, malheureusement, d'un même phénomène qui s'est quand même répété dans l'histoire récente du XXe siècle. Donc, nous, on voulait se donner des outils d'analyse qui permettent de conceptualiser ce phénomène et de faire place aux différentes perspectives qu'on peut avoir par rapport à ça. Et donc, toutes nos études des cas, on a des études des cas de 9 génocides, je ne l'ai pas dit, du XXe siècle. Donc, je dis XXe siècle, mais le premier génocide présenté est celui des premiers peuples qui, évidemment, n'a pas commencé au XXe siècle. Mais on se dit justement qu'on ne peut pas être ici au Québec, au Canada, et ne pas traiter cette question des génocides des premiers peuples. Donc, même si ça sort de notre time zone, mais les autres génocides sont des génocides du XXe siècle pour l'instant. Et donc, ils suivent tous la même logique. Donc, une mise en contexte, une problématisation de l'étude et une analyse des étapes des génocides. Comment on fait l'analyse? Alors, on a plusieurs outils qu'on a préparés pour ce faire. Donc, des outils d'analyse. La première chose, c'est qu'on doit absolument, puis on l'a dit, on a compris la complexité. La première chose qu'on dit qu'il faut toujours faire, c'est définir, savoir de quoi on parle. C'est quoi le contexte complexe sur lequel on travaille. Donc, le génocide, et j'ai déjà donné un indice tout à l'heure, il y a d'abord une définition juridique très, très claire qui est acceptée par l'ONU, puis qui est protégée par le statut de Rome et de la Cour pénale internationale. Et donc, j'ai fait rapidement, mais qui reconnaît 4
crimes internationaux fondamentaux, donc les crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes d'agression. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de tous les crimes, on va aller dans les crimes de génocide, mais pour vous dire qu'en fait, il y a, pour être protégé aujourd'hui, on a vraiment une entente juridique, hein, et tout État qui a signé les statuts de Rome peut renvoyer une situation à cette Cour pénale internationale et exiger une reconnaissance d'un génocide comme les autres crimes, juste pour vous montrer, pour vous donner une idée. Évidemment que ça ne marche pas, mon affaire. Alors, j'ai la carte après, ne vous inquiétez pas. Et voilà, vous voyez que le Canada a signé cet accord, mais par exemple, les États-Unis non. Donc, les pays en orange n'ont pas signé cet accord. Ce qui fait que, d'ailleurs, vous voyez que l'Ukraine et la Russie n'ont pas signé cet accord. Donc, vous voyez que la question juridique, elle est très, très encadrée. Qu'est-ce qu'elle nous dit la définition spécifiquement sur les crimes de génocide? Et là, vraiment, je vous invite à être très attentif. En fait, le génocide nous dit la définition s'entend de l'un quelconque des actes, donc pas les 5, un des actes, si après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie. Heureusement qu'on n'est pas obligé d'arriver jusqu'à la réussite de cette action pour que ce soit reconnu comme tel. Donc, l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Et les 5 actes sont soit le meurtre de membres du groupe, soit l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et les transferts forcés d'enfants du groupe à un autre groupe. Vous pouvez voir dans cette définition-là, par exemple, si je prends l'exemple des génocides des premiers peuples, que bien que les débats fait rage dans la communauté des historiens, juridiquement parlant, puis d'ailleurs les historiens le reconnaissent clairement, il s'agit bien d'un génocide pour les cas des premiers peuples. Donc, c'est important de se le dire. La définition juridique, elle est claire, elle est opérationnelle pour juger, pour catégoriser et pour juger. Mais le problème, c'est qu'on a besoin d'autres outils pour comprendre le phénomène. Ce n'est pas suffisant de juste nommer quelque chose, de dire, voilà, selon la définition juridique, il s'agit bien d'un génocide. Nous, ce qu'on veut, dans notre intention pédagogique, si vous voulez, c'est que les étudiants apprennent à mieux comprendre comment on en arrive là, parce qu'on l'a dit, ça heurte quand même nos valeurs, puis on ne comprend pas. Donc, on est allé avec un autre outil, le processus génocidaire. Alors, en fait, déjà en 1996, Genocide Watch, qui est présidé par Gregory Stanton, qui est anthropologue et juriste, ils ont proposé, en fait, les 10 étapes pour un génocide. Bon. Les 10 étapes que vous voyez ici sur l'écran sont quand même ils sont très complexes à comprendre. Les détails sont importants. Ce n'est pas facile à opérationnaliser ces étapes en classe. Nous, dans nos classes d'université, on a trouvé ça difficile. Donc, on s'est dit, on doit développer l'outil à partir de ça, mais ça ne répond pas tout à fait à nos besoins. Donc, on est allé avec une grille simplifiée à bien des égards parce qu'on a réduit les étapes à 6, mais on a aussi rajouté une étape qui est l'étape de la justice, extrêmement importante pour nous, et on a rajouté surtout les multiples perspectives qui vont être pour nous extrêmement importantes pour rendre compte vraiment de la complexité et de présenter les génocides, non pas des points de vue de ceux qui l'ont fait. Souvent, on dit l'histoire est présentée par ceux qui ont mené l'histoire, mais ils n'ont pas forcément besoin de gagner pour être ceux qui ont mené l'histoire parce que c'est eux qui ont fait les actions, puis les autres réagissent. Mais nous, on trouvait que c'était aussi important de situer ceux qui ont réagi, soit par la résistance, soit par la survie, soit par la prévention, soit qu'ils n'ont pas réussi, mais il faut les nommer aussi. Donc, les 6 étapes que nous, on a dit, vous voyez, on les présente de haut en bas, là. En fait, c'est parce que ce n'est pas une étape, puis après, on passe à l'autre. On commence par la catégorisation, puis les autres étapes rentrent
continue, mais la catégorisation ne disparaît plus jamais. Donc, il y a la catégorisation, il y a ensuite la déshumanisation, la polarisation, l'organisation. Persécuter et mettre à mort est nié. Vous remarquez peut-être, par exemple, quand on dit persécuter et mettre à mort, jamais vous allez voir dans notre guide le terme exterminer, parce qu'on fait le choix de ne pas utiliser le langage des génocidaires qui, eux, ont parlé d'extermination parce qu'ils ont considéré dans un processus de déshumanisation que les personnes qu'ils ont persécutées n'étaient pas des humains, étaient moins qu'humains. Ça faisait partie. Hein, la déshumanisation permet d'arriver au génocide. Donc, si nous, à la fin, on va parler avec ce langage-là, ben, en fait, on joue dans l'air jeu. On accepte cette déshumanisation. Donc, on fait attention au langage. On arrive alors à l'étape de la justice que nous, on a ajouté. Comme on dit ici, la négation fait partie de tous les génocides. Hein. Tous les peuples génocidaires ont déjà arrivé à la fin, on dit, ben non, c'est pas vrai, c'est pas ça qui est arrivé. On a réagi pour telle raison, c'était telle chose qu'on voulait faire parce qu'ils étaient, on voulait juste les mettre vivre ailleurs, on voulait juste, bon, il y a 9 génocides, puis il y a tous les exemples sont possibles sur comment on fait la négation, mais on nie notre responsabilité, on nie même que c'était un génocide. Sauf qu'une fois qu'on a fini par nier, ben, en fait, les victimes, ce qu'ils cherchent, c'est justice. Puis justice, évidemment, qu'on ne va pas pouvoir faire revivre des personnes qui ont disparu, mais c'est la reconnaissance de ce crime et la réparation de ce crime. Puis ça, ce sont des processus qui sont interminables. Hein. Même si on l'a déjà reconnu un génocide comme l'Holocauste qui a été déjà reconnu, on ne peut pas tout à coup arrêter de les reconnaître. La reconnaissance doit continuer et les actes de justice doivent continuer. Maintenant, mettez-vous dans, la, dans, dans la place des personnes qui font partie des communautés où on n'a pas encore passé l'étape de la négation, qu'on nie encore leur génocide, jusqu'à quel point les recherches de justice est importante. Donc, on voulait faire place à ça. Aussi parce que la justice nous amène à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut parler de la question des génocides en classe, ben, il y a beaucoup d'importance à rappeler à nos étudiants qu'ils ont un rôle à jouer dans cette place à la justice parce qu'elle est liée à la reconnaissance. Puis enfin, ce qu'on va faire, mais on n'est pas encore rendu, c'est réfléchir sur la pédagogie comme outil de déradicalisation des sociétés génocidaires. Donc, comment on fait pour en faire reprendre les étapes en arrière et arrêter ce processus. Je vous mets un exemple comment on présente la grille. Donc, chacune des étapes est présentée de cette façon. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais vous avez dans le guide, encore une fois sur le site, chacune des étapes. Chaque étape est présentée par les manifestations, donc les actions des génocidaires, les effets sur les victimes et la prévention qui aurait, à ce moment-là, dans le cas de la catégorisation, elle est encore très présente. On peut prévenir et l'individu et les États peuvent prévenir encore facilement les étapes. Si je parle, par exemple, d'un discours public qui s'organise en termes dichotomiques de eux et nous, comme première étape de la catégorisation, ben, en tant qu'individu, comment je peux prévenir? Ben, je peux refuser les eux et les nous et ramener tout le temps la discussion à un niveau de comment on réfléchit ensemble sur nos différences éventuellement, si on veut, mais pas en faisant cette catégorisation. Eux autres, ils sont comme ça, nous autres, on est comme ça. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on peut faire sur lesquelles on peut s'arrêter davantage. Plus on avance dans les étapes, il va y avoir moins de choses qu'on va pouvoir faire dans la prévention, malheureusement. Donc là, c'était juste un exemple. Donc, vraiment, toutes les étapes sont là. Puis ce qui est intéressant avec, par exemple, l'étape de la polarisation, on n'arrête pas de parler, on est dans une société polarisée. Vous comprenez que vous pouvez réfléchir à cette étape sans dire à aucun moment, attention, on est en train de devenir une société génocidaire, mais comprendre que c'est une étape qui existe aussi dans ces moments-là, puis jusqu'où ça peut nous amener si on ne fait pas attention, puis on n'est pas dans la prévention. Parce qu'on peut à tout moment être dans la prévention et agir personnellement et comme État pour que ça cesse comme étape. Bon, dernier outil, c'est la question du racisme. Pour nous, c'est important de comprendre le racisme parce que pour nous, c'est l'idéologie raciste qui sous-tend les génocides. Ce n'est pas la seule explication, évidemment,
des génocides, puis en analysant les génocides, on les voit bien, mais il y a toujours l'idéologie raciste qui est là, qui se construit et qui est élaborée au fur et à mesure que les génocides avancent dans ces étapes. Pourquoi c'est important aussi de parler de racisme? Parce que vous savez, c'est très difficile de parler du racisme en classe. Puis on comprend pourquoi. Quand on va chercher comme ça, c'est quoi le racisme? Ben, on trouve sur 3 outils accessibles, ben, on trouve déjà que ça peut être une idéologie, ça peut être une attitude ou ça peut être une croyance. Ben, déjà, difficile hein, quand on veut définir le racisme. Et de notre expérience, quand on fait des ateliers, puis on demande, je vous fais grâce de ne vous pas le demander parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais on dit aux enseignants et aux professeurs, ben, comment vous faites pour parler du racisme, puis personne ne veut parler au départ parce qu'on ne sait pas trop, puis on a l'impression qu'on va tomber dans un piège. Donc, on a réfléchi à ça pour vous. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on réfléchit sur le racisme comme construction sociale. Donc, pour nous, d'emblée, c'est notre point de départ. On suit les sociologues Mimi là-dessus. On dit que le racisme est loin d'être une science ou une théorie scientifique qui dicterait une attitude ou une conduite, cherche au contraire à se légitimer par une construction intellectuelle. Donc, c'est une rationalisation. Ça, c'est notre point de départ vraiment. C'est-à-dire que après, quand on va parler, par exemple, du génocide cambodgien, évidemment qu'on peut, on peut parler de racisme, même si le génocide cambodgien est en Cambodge, entre deux groupes du même peuple. Ça nous permet ça. On a donc un outil, ça aussi, ça se trouve sur les guides, sur les sites. On explique le racisme dans ce sont 3 phases, hein, mais en fait, il se développe en 3 moments dans l'histoire, mais encore une fois, la phase 1 ne disparaît pas. La phase 2 se rajoute à la phase 1, puis la phase 3 se rajoute aux 2 premières phases. Donc, en fait, on a le racisme classique biologique hein, qui voit des différences physiques, le racisme d'infériorisation qui voit les gens comme plus ou moins dignes d'avoir les mêmes droits, et le racisme de différenciation qu'on va voir apparaître aujourd'hui avec les mouvements de décolonisation et de migration. J'ai fait très, très, très vite. Les outils sont sur le site. C'est pour vous dire qu'ils sont là. Et là, c'est comme ce que je viens de dire. Et on a toujours dans le guide, on va analyser comment le racisme s'exprime dans la société. Donc, le racisme individuel versus le racisme sociétal. Et encore une fois, important pour qu'on arrive avec nos étudiants à développer leur façon de réagir à ça, d'être capable d'intervenir ou de prévenir autour d'eux des manifestations du racisme. Enfin, dernière étape, 3 minutes. Habib, il est inquiet. Hein? Comment on fait tout ça? On a pour l'instant 3, en fait, pour être tout à fait honnête, 2 parcours qui sont déjà disponibles. Bientôt, il y aura le 3e parcours qui est disponible. Donc, ce sont 3 parcours qui s'adressent à des enseignants, soit en histoire, en sociologie, en éthique, donc en philosophie, si vous voulez, ou en français, en fait. Pourquoi? Parce qu'on utilise des étapes, soit des études de cas, en analysant, en proposant une analyse comparative des différents génocides à travers cette grille que je viens de vous présenter. La question du racisme et prévention et justice, en fait, à partir de cette étude de cas, on va aller plus en profondeur dans l'analyse de ces notions-là pour réfléchir aussi dans le cas des écoles secondaires à l'éducation à la citoyenneté. Et la fiction historique, c'est comment utiliser une fiction historique pour mieux comprendre, mais aussi développer son empathie. Donc, mieux comprendre, pas juste en utilisant un livre, parce que les fictions historiques restent des fictions, mais en utilisant la fiction historique, on développe d'autres compréhensions d'un phénomène que juste la compréhension historique. Et toujours, tous ces guides-là vont suivre la même idée, c'est-à-dire qu'on va toujours faire attention à problématiser, à contextualiser, à poser une grande question aux étudiants et à identifier les différents acteurs qui sont concernés, toujours faire place aux multiples perspectives qu'on peut avoir pour enfin analyser à l'aide de ces outils les guides. Et vous pouvez tout trouver sur notre site. Et je vous invite vraiment
Si vous le voulez, en tout cas, quand vous vous inscrivez, vous pouvez nous écrire. Il y a une adresse courriel, vous pouvez vous inscrire, pour avoir plus d'informations et aussi vous pouvez nous écrire si vous avez des questions.